Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'Entre guillemets. On reçoit aujourd'hui Luc Hamet. Bonjour. Bonjour Sébastien. Entre guillemets, c'est l'idée de repasser un petit peu votre parcours au travers de photos que j'ai choisies, que vous ne connaissez pas pour l'instant, que vous allez pouvoir nous commenter. La première de ces photos, elle est complètement subjective, c'est mon choix, c'est ce qui me semble le mieux vous résumer aujourd'hui, c'est celle-ci. Ah oui, ouais. Alors ça, c'est les tout débuts du Théâtre Edgar, parce que ça a un petit peu changé, c'est sur Internet, ça fait 10 ans. Le Théâtre Edgar, c'est votre théâtre. Oui. C'est votre rêve qui s'est réalisé? Totalement. En fait, j'en avais marre de dépendre de beaucoup de gens, et j'ai acheté très cher, mais j'ai acheté ma liberté. C'est mon outil de travail. Moi, j'ai toujours été comédien, j'ai toujours aimé faire rire, j'ai toujours fait de la comédie sous toutes ses formes. Et puis, monter des pièces, c'est long, c'est difficile. Il faut trouver un producteur, il faut trouver un metteur en scène, il faut trouver un lieu. Et souvent, le lieu, c'est le plus compliqué, surtout à Paris. Donc, j'ai eu cette opportunité formidable il y a 10 ans, jour pour jour, pratiquement. C'était en juillet 2014. Et j'ai donc acheté le Café d'Edgar et le Théâtre d'Edgar, parce qu'en fait, vous voyez les deux entrées là, c'était de ce côté-là le Café-Théâtre d'Edgar, et là c'était le Théâtre d'Edgar, qui n'avait de théâtre que le nom, parce que les deux salles étaient à peu près identiques, et on mettait 80 personnes ici et 60 là-bas. Et en fait, moi j'ai acheté, avec comme condition suspensive de l'achat, que je puisse obtenir l'autorisation de la copropriété de réunir les deux salles et d'en faire un vrai théâtre, et donc un outil de travail pour faire mes créations. Aujourd'hui, sur un CV, on sait que l'administration française demande souvent la profession. Vous indiquez quoi? Directeur de théâtre, comédien? Alors, ça dépend. Chez mon notaire ou à la banque, c'est directeur de théâtre. Mais moi, en général, je dis toujours comédien, parce que je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Que vous exercez encore dans votre théâtre, ça c'est aussi un luxe. Dans mon théâtre, je mets en scène, je produis, je prends des risques, parce que produire, c'est prendre des risques. Essayer de les mesurer, mais des fois on les mesure mal. Et je mets en scène, parce que j'adore les acteurs et j'apprends énormément en mettant en scène les autres. J'apprends beaucoup des autres. Et je joue, parce que c'est quand même ce qui me fait le plus kiffer. Si je dis que ce théâtre mérite absolument d'être vu parce qu'on est très proche des gens, je ne mens pas. C'est vrai, vous irez sur Google, vous verrez, on a 1244 ou 1300 avis. Et ce qui ressort, mais en premier, c'est la proximité avec les acteurs. C'est vrai que c'est 9 rangées, c'est très large, comme on peut le voir. Et là, si on rentre cette porte-là, vous avez 9 rangées qui descendent, donc gradinées, on voit bien de partout. Il n'y a pas de poteau, ça m'a coûté suffisamment cher. J'ai supprimé le mur qui était entre les deux cafés-théâtres qui soutenaient tout l'immeuble, donc ça a été des gros travaux pour que ce soit totalement visible, qu'on voit de toutes les places. Et on a 9 rangées et c'est la scène. Et on a quand même une scène pour un petit théâtre comme ça de 8 mètres d'ouverture. Donc on a joué des pièces avec 8 comédiens sans se marcher sur les pieds. On revient un petit peu en arrière, si je dois résumer votre carrière, toujours en regardant le côté théâtre. Oui, oui, ça c'est mon ami, c'est une merveilleuse voiture, c'est la DeLorean, mais vraiment conforme au film, c'est la plus belle que je connaisse, c'est Jérôme Henriet, qui est un fan invertébré de Retour vers le futur, et qui m'a fait l'amitié de venir passer une journée avec sa DeLorean devant le théâtre, et on avait fait un spectacle sur Retour vers le futur, c'était il y a 2015 on va dire. Un spectacle, Retour vers le futur, c'est ce dont on vous parle le plus chaque jour. Marty McFly, la voix de Marty McFly. Je crois qu'il n'y a pas un jour où on ne me parle pas de doublage, de Retour vers le futur, de Roger Rabbit pour certains, de Mozart, d'Amadeus pour d'autres, généralement des personnes plus âgées. Parce que ce qui est incroyable, c'est que Retour vers le futur fabrique des fans chaque année. C'est-à-dire qu'on va fêter au Grand Rex les 22, 23, 24 octobre, Retour vers le futur, les 40 ans.
Je vais animer la soirée au Grand Rex avec orchestre symphonique et diffusion du premier opus, du premier film, avec la musique sur scène, avec un orchestre symphonique, ça va être extraordinaire. Donc ça fait 40 ans qu'on m'en parle. Et aujourd'hui, les fans ont 14-15 ans et certains ont 7-8 ans. Donc ils étaient même pas en projet dans la tête de leurs parents. Ce qui est quand même extraordinaire. J'ai doublé ce film, que je dise pas de bêtises, en 85 le premier, et le 2 et le 3 on les a doublés en même temps parce qu'ils ont été filmés en même temps aux États-Unis. C'était l'été 87. Le fait qu'on vous en parle encore aujourd'hui, ça veut dire qu'on accorde une importance incroyable aussi à la voix. Exactement, c'est un exemple extraordinaire de ce que peut être le doublage en France, d'ailleurs reconnu dans le monde entier comme étant le meilleur doublage au monde, parce que nous avons une technique exceptionnelle, nous les Français, qui ne s'est jamais exportée. Vous avez tous vu ça à la télé, c'est cette fameuse bande rythmo qui permet de se débarrasser complètement du texte et de s'imprégner vraiment de son personnage, parce que il faut beaucoup d'empathie pour faire du doublage. Il faut surtout avoir la faculté de pouvoir se rentrer dans l'autre, rentrer dans ses yeux et essayer d'exprimer exactement ce qu'il a fait, lui, en anglais, puisqu'on parle de Michael J. Fox, et essayer d'incarner, enfin d'animer son visage, son corps, en français, parce que c'est vraiment ça le doublage. C'est une espèce d'osmose qui doit se faire entre l'acteur qui prête sa voix. Je trouve que c'est très réducteur prêter sa voix. Quand vous regardez un bon acteur de doublage sur une scène où son comédien qu'il double court, saute dans une voiture, il fait la même chose. Il fait la même chose. Et ça, il va ouvrir la portière parce que on ne parle pas de la même manière et le souffle n'est pas le même en fonction de l'action qui se passe sur l'écran. Mais votre voix, elle est différente quand vous doublez Marty McFly. Elle est différente parce qu'on me demande une fois par jour de faire des messages d'anniversaire. J'ai pas encore demandé aujourd'hui. Hein. Non, c'est vrai. Messages d'anniversaire, des messages de mariage, des messages de baptême, de je ne sais quoi. Je suis obligé de « Hey Doc !» Parce que, évidemment, c'est normal. J'ai aujourd'hui, pas honte de le dire, 62 ans. Ma voix reste très médium, mais elle a pris du grave comme tout le monde. On prend tous du grave et pourtant je fume pas. Je bois énormément, mais je ne fume du pas. Du valaisan. Voilà, du valaisan, bien sûr. Donc, je n'ai jamais fumé de ma vie. Mais la voix s'aggrave en vieillissant. Donc, je suis obligé de monter haut aujourd'hui, alors qu'à l'époque, j'avais cette voix. J'avais une voix hyper aiguë. Et souvent, là, on vient de me demander pour un film de refaire une phrase de Retour vers le futur, parce que c'est des clins d'œil à la machine à remonter le temps et tout ça. Et c'était la semaine dernière, j'étais en studio. Et le mec était pas déçu, mais il me disait vous pouvez faire plus Michael J. Fox parce que j'ai pris un peu de grave. Aujourd'hui, vous continuez le doublage ou plus du tout? Non, du tout. On me parle tous les jours du doublage. J'ai arrêté de moi-même. C'est une décision que j'ai prise. J'ai arrêté en 97, donc c'était pas hier. Hein. Et on m'en parle tous les jours. En 97. 97, pardon. Non, mais... J'ai oublié que j'étais en valaisan. En 97. Donc, j'ai arrêté. Alors, j'ai toujours fait Michael J. Fox. Je crois que j'ai pas loupé un de ses films. Je fais Jason Priestley puisque j'avais doublé Brandon dans Beverly Hills. Donc depuis qu'il fait des... Alors, c'est pas l'acteur du siècle, hein. Je l'aime beaucoup, Jason Priestley, mais c'est pas un grand acteur. Donc il a pas fait une énorme carrière de comédien. En revanche, il est producteur, il produit beaucoup. Et souvent, il fait une apparition dans ses productions. Donc je fais une scène de temps en temps. C'est les deux personnages que j'ai gardés. Vous les avez déjà rencontrés? Jamais. Vous auriez voulu ou pas du tout? Alors, j'étais un jeune con. J'aurais eu l'occasion, une fois on m'a proposé d'aller au festival du film américain de Deauville, où il y avait Michael J. Fox, mais je parle de ça il y a 30 ans. Et je travaillais beaucoup, et à ce moment-là, je n'en ai pas eu l'envie. On me le proposerait aujourd'hui, mais je courrais.
Je trouve ce mec exceptionnel. C'est un exemple de courage face à la maladie, d'humanité, d'humanisme. Il a révolutionné la recherche sur la maladie de Parkinson. Il a même été reçu plusieurs fois à la Maison-Blanche à ce titre. Il a levé des millions et des millions et des millions de dollars. Il continue à lever des millions de dollars. Dès qu'il apparaît, les cachets vont à la fondation Michael J. Fox. C'est un homme exceptionnel. Donc oui, vraiment, je serais très heureux de le rencontrer. On reste dans le monde du doublage avec cette autre photo que vous allez nous commenter. Ah. Brandon Oui. et Kelly. Voilà. Alors ça, c'est je vous vois arriver. Gros comme une maison du Valais. Mais tout le monde ne le sait pas forcément encore. Ouais. Alors ma femme, depuis je ne sais combien d'années, je crois plus de 30 ans, ma femme, c'est Kelly. Voilà. Alors, évidemment, c'est la version française de Kelly. Voilà, Emmanuel. J'ai connu Emmanuel, qui s'appelait Emmanuel Pailly. À l'époque, c'est la première fois que j'ai dirigé des acteurs en doublage. Il y a un métier dans le doublage qui est assez important. Comme au théâtre, il y a le metteur en scène. Dans le doublage, il y a le directeur artistique, le directeur de plateau, ce qu'on appelle vulgairement le directeur de plateau, qui en fait se substitue au réalisateur de la série pour diriger les acteurs en français. Donc TF1 m'avait confié la direction de plateau de cette série révolutionnaire à l'époque, puisque c'est la première fois qu'on parlait d'homosexualité chez les ados, de drogue, de plein de sujets qu'on n'abordait pas à l'époque. Hein. C'était le début des années 90. Et donc j'avais 27 ans, Emmanuel avait 20 ans. Elle est arrivée sur ce personnage. On faisait, je crois, un épisode par jour, tous les lundis et mardis. Je pense que le deuxième lundi ou le troisième mardi, nous étions ensemble. Ah, carrément. Ah oui. Ah, c'est du rapide. Ah oui. Ah oui, il y a eu un flash. En fait, ce sont nos chiens qui se sont rencontrés. Parce qu'à l'époque, on avait encore le droit d'amener les chiens sur les plateaux. Et moi, je suis un amoureux des animaux. Et Emmanuel aussi. Elle avait sauvé un labrador qui avait été battu, mais qui avait 4 mois. Et moi, j'avais une petite filoute qui était un labrador noir. Et Gorby, le chien d'Emmanuel, était un magnifique labrador blanc. Et ils ont joué dans les couloirs ensemble, les deux chiots. Et ils nous ont fait 10 bébés 2 ans plus tard. Un peu moins que vous. Moi, j'en ai que 3. Mais les chiens en ont fait 10. Ça veut dire qu'on crée des liens dans ces équipes de doublage? Oui. C'était un petit milieu. C'était un tout petit milieu. On se retrouvait en permanence ensemble. Il n'y avait pas énormément de comédiens en France formés au doublage. Et ça reste une technique. Si vous arrivez sur un plateau de doublage, même si vous êtes doué, vous n'êtes pas capable de faire plus de 3 lignes le premier jour. Donc, c'est quand même une formation technique. Et on n'était pas nombreux à l'époque. Donc, on était tout le temps ensemble. Alors, il y avait les amitiés, les inimitiés, comme dans toutes les professions. Mais oui, on était très liés. Puis, c'était des acteurs, moi, que j'avais, étant passionné du théâtre et de cinéma depuis ma plus tendre enfance, moi j'ai travaillé, mes formateurs ça a été Roger Carrel, qui est quand même un monument du cinéma et de la comédie au théâtre. J'ai été avec Gérard Hernandez, avec Micheline Dax, Miss Piggy dans le Muppet Show, qui j'avais moi en permanence. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Michel Roux, qui était une de mes idoles au théâtre. La voix d'Amicalement Vôtre, Michel Roux. Hein. Roger Moore, moi j'adorais Roger Moore. J'adorais cette espèce d'humour anglais. J'ai connu tous ces gens-là, j'ai travaillé avec ces gens-là. Ils m'ont appris le métier. Le doublage français, vous le disiez tout à l'heure, est reconnu à travers le monde. Oui. Souvent, et vous parliez d'Amicalement Vôtre, la série n'a pas marché. Par contre, ça a été un carton grâce au doublage français. Exactement. Même chose pour Starsky et Hutch. Moi, j'ai vécu, quand je suis arrivé à Paris, mes premiers doublages, j'avais Francis Lax là et Jacques Balutin là. Francis faisait Hutch et Jacques faisait Starsky. Parce que c'est comme ça que disait Francis. Lui, il disait pas c'est Starsky et Hutch, c'était Hutch et Starsky. Parce que lui doublait Hutch. C'était un personnage extraordinaire. Francis Lax, c'était... Et dans Scooby-Doo, il faisait... Ah, Sammy. Vous m'avez fait la transition toute trouvée. Ah. Avec la photo suivante. Ah oui, alors là, j'étais jeune. Hein. Waouh. De la télé J'ai encore des cheveux.
Oui. Ouais, c'est pas mal. Quand on prépare cette émission, quand on va sur Internet, vous avez fait 3 tonnes de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Et, Je me et suis ça, beaucoup amusé. bah ça, c'est une autre corde à votre arc. Vous avez été animateur télé. Pendant 10 ans. Sur France 2. 6 ans sur France 2, mais j'ai commencé à Récré à 2 en 85 avec Dorothée, Jackie. Dément, Jackie, totalement dément. Mais vraiment sympa, mais complètement barré. Les autres étaient un peu moins sympas. Mais Dorothée, Jackie, j'ai bien aimé. Il y avait Corbier aussi, avec sa guitare. Mais j'ai jamais vraiment fait partie de l'équipe. Mais là, vous étiez un concurrent. Oui, parce qu'ils étaient passés sur TF1. Mais on a fait un carton. Je faisais 35% de part de marché le samedi matin. Et j'étais tous les jours pendant les vacances scolaires. Et c'était l'heure où, en général, France 2 était devant TF1. Et c'est pour ça qu'on est resté si longtemps. Et alors là, je me suis éclaté parce que j'étais libre. C'était de la comédie aussi, parce que alors là, vous êtes en animateur, mais vous preniez des personnages. Je faisais en fait, c'est moi qui les écrivais, les sketchs. J'écrivais les sketchs entre les dessins animés et je me transformais en dessin animé. Donc j'avais des perruques, je changeais sur une journée de tournage, j'avais 10 personnages, 10 voix différentes. Je faisais un gamin, je faisais un grand-père, je faisais un dément. On a fait une saison avec des personnages des Fous du volant. Il y avait Hubert Xavier qui parlait comme ça. Ouais, génial. Il se cassait la gueule tout le temps. Il y avait une standardiste, Anne. Anne dormira donc j'écoute. Hein. Oui, ne quittez pas, je vous le passe. Hein. Enfin, on a fait des trucs complètement déments et surtout on nous foutait une paix royale puisque à la télévision, vous n'existez que si vous avez une émission à partir de 19h. Tout ce qui est avant 19h n'intéresse personne à la télé parce que ça aussi on m'en parle toujours. Au théâtre, il n'est pas rare qu'après une représentation, il y a des gens qui viennent me faire signer. L'autre jour, j'avais une photo en noir et blanc, je ne me suis pas reconnu. Hein. Parce qu'à l'époque, j'étais hyper jeune. Hein, je ne sais pas quel âge j'avais. Chaque fois des belles expériences ou parfois des regrets ou... Je ne regrette jamais rien. Parce que je pense que ça fait partie de la vie. Même les échecs. Alors, là, vous me demanderiez... Je déteste jouer à ces jeux-là. Non, mais je ne vous le demande pas d'ailleurs. Mais vous dire un échec... Je crois que je ne serais pas capable de vous le citer alors que j'en ai eu parce que je les efface immédiatement. Mais ça n'existe pas. J'en prends la leçon, mais alors moi, j'avance. Ça ne m'intéresse pas de me retourner. Toujours positif ? Toujours. Moi, je me lève le matin, je suis heureux. Alors, on retourne quand même toujours un peu en arrière dans cette émission. Ah, ça, c'était super. Là aussi. Ça, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Oui, alors parce que Thierry Lhermitte, Gérard Depardieu... C'était pas le plus sympa. Entre autres, ouais. Vous avez tourné au Daniel Auteuil. Vous avez tourné alors Daniel Auteuil, c'est un mec comme ça, parce que j'avais mes scènes avec lui. C'est le placard. Ouais, c'est moi qui lui mets le préservatif sur la tête. Qu'est-ce qu'on Sortez couvert. Sortez couvert. C'était une expérience formidable. Et puis moi, je suis un fan inconsidérable de Francis Weber, qui est pour moi le maître de la comédie au cinéma et le maître du rythme. Et que Francis m'apprécie, ça a été un honneur pour moi. Et il m'avait dit, après ce film, tu feras le prochain. Et je suis dans tes toits. Alors j'ai une scène. Bureau de change. Ouais. C'est le début du film, où on me fait braquer par Depardieu. Quentin de Montargis. Et Francis m'a appelé, m'a dit, Luc, je suis vraiment désolé, je t'avais promis que tu serais dans le prochain film, tu vas l'être, mais je comprendrais que tu me dises non, c'est un tout petit rôle, t'es dans la première scène, mais t'as pas grand-chose. Arrête Francis. Il n'y a pas de problème. Je viens, il faut balayer le plateau, je viens. Donc, ça a été une expérience formidable. Le cinéma, quand on est comédien de doublage, on vous met dans des boîtes et puis non, vous n'avez pas accès au cinéma ou difficilement, ou alors ça n'a jamais été une volonté de votre part d'en faire plus ? C'est parce qu'on ne m'a pas fait appel. Moi, j'ai été comme tout le monde là où on m'a demandé, en fait. Et ça s'est passé comme ça. J'ai fait tellement de choses que je m'en fous, en fait. Et puis, je suis quand même dans un film qui a fait 5 millions d'entrées et qui est rediffusé tous les ans sur TF1. C'est super. Vous avez jamais cherché à faire des castings et autres, c'est pas votre genre ? Non, ça m'emmerde les castings.
Ça, j'ai l'impression de se vendre, d'être des putes. Ça m'intéresse pas. Puis alors, faire du gringue pour essayer d'avoir un rôle, j'ai jamais fait. Je ne vais jamais dans les cocktails, je suis jamais sorti, je vais pas en boîte de nuit, ça m'emmerde. Moi, je suis un casanier, je suis avec mes animaux, mes chiens, mes poules, et puis ça m'a pas empêché de faire ce métier, hein. J'ai travaillé tous les jours, j'ai jamais été aux acédiques. Ça veut dire qu'on peut réussir sans forcément faire des mondanités. Totalement. Alors là, mais alors totalement. Alors j'ai pas fait une carrière extraordinaire. Alors tout dépend de savoir ce que c'est qu'une carrière déjà dans notre métier. Pas trop sûr qu'on peut appeler ça une carrière. On a fait des choses quoi. Bah, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Et ça continue, 62 ans, Ça vous continue. le disiez, et vous avez J'ai plein de jamais projets. autant travaillé cette année. Avec la merveilleuse tournée qu'on fait avec mes amis Gérard Vivès et Emmanuel Boidron, je crois que j'ai jamais autant travaillé. Parce que j'ai 2 pièces que j'ai mises en scène et que je produis dans mon théâtre, qui cartonnent, Le Jambon et La photo de mon pote que je prolonge jusqu'aux fêtes l'année prochaine. Donc là, je suis en train d'essayer de former une nouvelle équipe pour chacun des spectacles. J'arrête pas en fait. Et d'autres projets plus loin, d'autres rêves encore? Oui, Le Pinard. Ok. Donc je suis sur vraiment un vrai projet. Parce que vous êtes épicurien, on va pas se le cacher. Ouais, j'aime bien la vie. Donc je veux acheter pas beaucoup, entre 3 et 5 hectares de vignes, et je vais faire mon vin blanc. Pourquoi mon vin blanc? Parce que j'aime autant le rouge que le blanc, j'ai peut-être même une petite préférence pour le rouge. Quoiqu'en vieillissant, comme tout le monde, je commence à vraiment apprécier le vin blanc et la complexité du vin blanc par rapport au rouge. Mais je vais faire mon vin blanc. Pourquoi blanc? Parce que je vais acheter en Charente-Maritime, parce que mon fils est ostréiculteur à Oléron. Donc je cherche des vignes sur l'île d'Oléron ou pas loin de l'île d'Oléron. Voilà, entre Oléron et le Gard, Saujon, c'est Charente-Maritime, c'est le pays du cognac. Je vais pas faire de cognac parce que je le boirai pas, je serai mort quand il sera bon à boire. Donc j'ai dit à mon copain vigneron avec qui je vais faire ça, je lui ai dit tu es gentil mais ton cognac, moi j'adore, hein, mais ton cognac je le goûterai pas donc ça m'intéresse pas. Et je vais faire du blanc avec, j'espère, du sauvignon. Il faut que je trouve les bons cépages en fait, parce que c'est pareil. Si je prends un terrain et que je plante, vous savez très bien, parce que vous êtes un autre épicurien, me semble-t-il, m'a-t-on dit, vous savez qu'il faut au moins 4 ans pour faire un premier vin. Et au bout de 4 ans, la vigne, ça fait quand même un peu du vert, quoi. C'est un peu vert. Donc voilà, je suis sur cette recherche-là. On dégustera tout ceci dans quelques années. Dans la cabane de dégustation de mon fils, avec des huîtres de mon fils. C'est noté. Luc Hamet, merci beaucoup. Merci à vous, cher Sébastien. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle suite de journée sur Rhône TV.